Ok, alors bonsoir à tout le monde. Merci d'être venu. Ces conférences, donc ça commence à devenir une tradition. Et puis, je peux vous dire, on y tient beaucoup parce que je trouve que c'est important qu'on a cette forme d'échange et puis d'apprentissage et puis d'information aussi. Donc, je pense que ça fait partie de la richesse de l'IDIAP. Et je suis particulièrement content d'accueillir ce soir Monsieur Baer, qui va nous proposer un sujet important, intéressant, sur lequel je vais tout de suite revenir. Mais puisque c'est difficile toujours de parler de soi-même, donc je prends l'occasion de parler un peu de Monsieur Baer, de vous le présenter. Vous le connaissez évidemment, mais parfois il y a des choses qu'il faut rappeler. Et parmi ces choses, bon, vous êtes genevois, donc vous venez de Genève, ça c'est connu. Vous êtes encore relativement jeune, né en 61. Alors, ça va très bien. Mais vous avez très tôt commencé avec la politique, donc ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui avec la jeunesse. Vous vous êtes engagé dans le Parti socialiste et puis vous êtes syndicaliste depuis très longtemps, responsable à la fin dans l'UNIA, avec des personnes connues aussi comme vous, avec Vasco Pedrina et puis Christiane Brunner, qu'on connaît bien évidemment. Mais vous avez aussi une carrière impressionnante en tant que politicien, donc en commençant dans la commune, et puis en montant petit à petit par le Parlement cantonal, et puis après par le gouvernement du canton de Genève, où vous étiez, donc, je pense, le dernier président élu pour une année. Après, ça change, et pour les politologues, c'est toujours intéressant quand on change les arrangements institutionnels. Donc, avant qu'on décide un système avec une présidence pour une législative. En 2013, donc, vous étiez nommé par le Conseil fédéral comme président de la Fondation Pro Helvetia. Et c'est dans cette fonction-là aussi que vous êtes là aujourd'hui. Vous êtes actuellement aussi chargé de cours à l'Haute École de Travail Social à Genève. Président de la Fondation Pro Helvetia, donc vous êtes successeur de personnes connues, illustres. Moi, j'ai tout de suite repéré M. Wittmer, Sigi Wittmer. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, ça ne vous dit rien. Ah, ça ne marchait pas. C'était le maire de Zurich, donc il y a très longtemps, d'un petit parti, l'ADI, l'Association des indépendants à Zurich. Mais Yvette Yecki, par exemple, est sûrement connu. Ici, M. Mario Annoni, donc le radical bernois, membre du gouvernement. Donc, voyez un peu les personnes importantes. Pro Helvetia, aussi pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est une fondation du droit public suisse qui a été fondée en 1939 pour, on aime bien ce terme, pour la geistige Landesverteidigung. Difficile à traduire, c'est la défense spirituelle. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Enfin, pour nous, geistige Landesverteidigung, c'était pendant la guerre, il fallait quelque chose pour la culture, pour la cohésion de la Suisse. Donc, et c'est là qu'on a fondé Pro Helvetia, qui a aujourd'hui, quand même, je pense que vous allez en parler, complètement changé, pas complètement, mais quand même beaucoup changé ses activités et ses orientations. Donc, Pro Helvetia,
qui investit beaucoup, qui subventionne beaucoup de projets en lien avec la culture, aussi bien en Suisse qu'à l'étranger. Puis ces subventions de ces projets-là font une grande partie du budget de Pro Helvetia, mais Pro Helvetia a aussi ses propres activités qui financent par ces fonds-là. L'idée, c'est de promouvoir les arts, la musique, la littérature, le théâtre, la danse, et puis l'échange culturel en Suisse. Et je pense avec votre titre, donc la culture et le défi de la cohésion sociale, vous avez choisi une thématique assez exigeante, si j'ose dire. Donc la cohésion sociale en Suisse, elle consiste en quoi vraiment? À part le foot peut-être, à part la lutte suisse de combat, ou bien l'armée, moins en moins. Donc comment vous arrivez à créer cette cohésion sociale par les activités culturelles de Pro Helvetia? Ça, c'est la question qui se pose pour moi un petit peu, mais je suis sûr que vous allez avoir les bonnes réponses ce soir. Donc, je vous accueille. Merci d'être venu. Bonjour, monsieur Venier. Voilà, mesdames, messieurs, d'abord, laissez-moi vous dire le très grand plaisir et l'honneur qu'est le mien ce soir de m'exprimer devant vous, à votre invitation. Exercice que j'apprécie particulièrement, puisque, en tant qu'ancien politique, et je m'affirme comme tel, il ne m'est pas tous les jours donné de pouvoir m'exprimer relativement librement sur des sujets, y compris politiques, en mettant en avant un certain nombre d'éléments forts qui relèvent à la fois de mes préoccupations, de mon parcours, mais surtout de l'actualité. Alors, je vous remercie de m'avoir présenté. Vous l'avez fait de façon presque trop élogieuse. Mais si vous me permettez, j'aimerais ajouter un point, parce qu'il me paraît important. Effectivement, lorsque le Conseil fédéral m'a nommé en 2013 pour entrer en fonction le 1er janvier 2014, donc j'arrive à l'échéance de mon mandat, donc à la fin de cette année, peut-être y aura-t-il reconduction, eh bien, j'étais pratiquement au terme de mon mandat politique d'un exécutif cantonal dont j'avais souhaité fixer à l'avance le terme, de manière à éviter de jouer ce qui est un sport en politique, à savoir pratiquement l'exercice perpétuel de vouloir se représenter de manière à peut-être s'assurer que le vide à l'extérieur de la scène politique n'est pas par trop vertigineux. Alors si effectivement j'ai pu répondre favorablement, c'est parce que j'ai dit très clairement que en aucun cas je ne solliciterai de nouveaux mandats, fussent-ils nationaux au niveau du Parlement ou au niveau cantonal et bien évidemment au niveau communal. Donc c'est bien en tant que politique retraité que je m'exprime face à vous, bien entendu aussi en tant que président de Pro Helvetia, mais comme j'ai eu l'occasion de vous le dire en préambule, c'est pour moi quand même l'occasion de parler politique et de pouvoir m'exprimer par rapport à des grandes préoccupations, non pas dans un esprit partisan, vous l'avez compris, mais bel et bien dans une volonté de poser un certain nombre d'enjeux, puisque plus que jamais, notre société est profondément politique. C'est bien l'actualité qui me dicte pratiquement mes premiers mots, en ce sens qu'il n'y a pas une élection en Europe ou dans le monde qui n'est pas caractérisée aujourd'hui par un profond enjeu
qui est celui de la question de l'ouverture ou la question du protectionnisme au sens le plus large du terme, c'est-à-dire ouverture et frontières. Et bien évidemment, dans le monde que nous vivons, avec les tensions que nous connaissons, avec la tentation d'ériger des murs, il va de soi que la fonction qui est celle de la culture ne peut que se rebeller au sens le plus large et le plus noble du terme, en ce sens que la culture souhaite ériger des ponts et non des murs, établir des liens entre les êtres humains et bien évidemment assurer une compréhension, surtout à une époque qui est celle que nous vivons, qui se caractérise par la mondialisation. Alors j'aimerais m'exprimer très rapidement sur la question de la mondialisation pour tout simplement mettre en avant qu'aujourd'hui, ce qui est en jeu par rapport à ce phénomène est bien le côté interdépendant des facettes de cette mondialisation, économique, sociale, culturelle bien évidemment, mais aussi technologique. On pourrait ainsi ajouter énormément de facettes, mais ce qui est le plus important de retenir, pour moi, dans le monde que nous vivons, est bien cette interdépendance entre les différents phénomènes. Il ne devient plus possible d'isoler un seul d'entre eux au détriment des autres, tant il est vrai que ce phénomène, même s'il est difficilement maîtrisable, demeure avant tout un phénomène qui est celui, finalement, d'une approche globale de notre monde. La mondialisation, mesdames et messieurs, c'est ce qui pose véritablement la question des identités, la question des appartenances et la question des liens. D'où le fait que face à une ouverture qui ne fait pas que des gagnants, qui a aussi son lot de perdants, nombre de réactions sont enregistrées. J'en reviens bien évidemment aux différentes manifestations électorales que j'ai évoquées tout à l'heure. Cette question est très profonde aujourd'hui parce que les inégalités, en parallèle à la mondialisation, sont en train d'exploser dans tous les sens du terme. Et nos sociétés sont non seulement à l'intérieur menacées et fractionnées par rapport à l'ensemble de ces inégalités, mais parce qu'aussi d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, d'un continent à l'autre, non seulement un certain nombre d'écarts peuvent être enregistrés, mais des grands mouvements également qui montrent que certains quittent aujourd'hui les rangs de la pauvreté en tant que pays ou hémisphère pour devenir notamment ce qu'on appelle les pays émergents. Je voulais évoquer ces deux éléments parce que ces inégalités sont non seulement sociales, elles sont également profondément territoriales. Social et territorial veut dire qu'entre les individus, bien évidemment, mais entre les territoires également, qui fait que nous vivons aujourd'hui une époque particulière puisque la question des murs accompagne très directement pratiquement les phénomènes de ségrégation qu'entraîne aujourd'hui le développement de nos sociétés. Les autorités de notre pays, le Conseil fédéral, les chambres fédérales sont bien évidemment conscientes de ce phénomène et lorsqu'il s'est agi de bâtir, de construire, de rédiger le message sur la culture, elles ont, sous la houlette du conseiller fédéral Alain Berset et de Madame Chassot, pris très clairement un angle
qui est celui d'affirmer la place de la culture dans ce défi contemporain marqué par la mondialisation et par ses différents défis. Ainsi, le message commence pratiquement par les termes du défi de la mondialisation, de la digitalisation, de l'individualisation, mais également des phénomènes démographiques qui accompagnent l'évolution de notre pays. Avec très clairement une préoccupation qui est celle de voir un certain nombre de clivages se renforcer entre les différentes régions du pays, linguistiques, mais également entre les villes et les campagnes, entre le centre, les centres et les périphéries, entre les différentes catégories ou provenances, appartenances culturelles des populations, mais également entre les régions linguistiques. Il ne m'appartient pas ou plus de m'exprimer sur la politique des langues, même si elle fait partie, vous l'avez compris, du champ du message, mais nous pouvons constater à travers ce débat, qui est probablement un des plus fondamentaux que notre pays traverse sur le terme long, eh bien, nous voyons directement apparaître cette question du défi du vivre ensemble entre les différentes régions linguistiques. Celui-ci apparaît clairement, il apparaît politiquement, il apparaît socialement, il apparaît médiatiquement, il apparaît comme un phénomène majeur pour notre pays en termes de cohésion. Posant ces termes du défi, qui sont ceux du message, j'aimerais bien évidemment inscrire la préoccupation qui est celle de la cohésion sociale au sens le plus large du terme. Notre pays n'est pas un pays ordinaire. Ça, vous le savez tous et toutes. Ce pays a la particularité, en tant que petite Union européenne ayant mis plus de 500 ans à se développer, comme elle est aujourd'hui, comme il est aujourd'hui, eh bien, nous voyons toujours s'exprimer dans la diversité ce que sont donc des religions diverses, mais également des langues diverses et tout un certain nombre de préoccupations qui sont directement liées aux différents cantons et aux différentes facettes de notre confédération. La Suisse n'est pas une nation au sens ordinaire du terme. La Suisse est une nation de volonté comme nombre d'experts la caractérisent. C'est donc bien la volonté d'être ensemble qui nous différencie de bien d'autres pays. On voit encore ce qu'est, par exemple, le débat politique français sur la grandeur, les risques, les défis et les menaces pour la France. Du point de vue de son unité et de sa centralité, le débat pour la Suisse, même s'il s'exprime par rapport aux mêmes défis de la mondialisation, se pose en d'autres termes, puisque les différentes caractéristiques de notre pays sont directement là pour le rappeler du point de vue de leur diversité. Ce qui nous permet de vivre ensemble aussi, et j'en suis convaincu, c'est que nos frontières politiques ne correspondent pas exactement aux frontières religieuses et encore moins directement aux frontières linguistiques. Il n'y a pas de véritable coupure ou de Rösti-Graben, comme les médias aiment trop souvent à le résumer. Il y a bel et bien donc une frontière qui ne correspond pas. Il y a des frontières qui fait qu'il n'y a pas de véritable tentation à cet égard de murs dans notre pays, même si, encore une fois, le défi de la cohésion sociale se pose plus que jamais pour notre pays. Dans cette diversité, le Conseil fédéral et les chambres fédérales ont décidé donc de donner un accent fort au message sur la culture. Il a été voté
comme vous le savez, pour couvrir les années 2016 à 2020, c'est-à-dire sur 5 ans, en consacrant une augmentation des crédits notoire dans une période où, vous le savez, on n'enregistre pas véritablement de hausse en ce qui concerne les différents postes des politiques publiques dans notre pays. 3,5% annuel en moyenne sur 5 ans, c'est donc un chiffre relativement important, même si, bien évidemment, les différentes mesures et freins à l'endettement viendront quelque peu obscurcir ce magnifique rayon de soleil en faveur de la culture. Mais du point de vue des priorités, à travers le message, ce qui a été recherché, c'est d'abord de travailler de façon beaucoup plus intense entre la Confédération, les cantons et les communes. Parce que, bien évidemment, État qui n'est pas une nation, confédération d'États que nous sommes, l'argent en faveur de la culture est d'abord dans les communes, principalement dans les villes et dans les cantons. Il faut savoir que c'est pratiquement 51% donc, du budget des collectivités publiques en faveur de la culture qui proviennent directement des villes. 51%, c'est en même temps 37%, pratiquement 38%, pour les cantons et 11% pour la Confédération. Et la Confédération, c'est non seulement l'Office fédéral de la culture, le plus gros morceau, Pro Helvetia et le Musée national. Ce qui veut dire 3 entités au niveau de la Confédération. Mais derrière les flux, derrière la question, bien évidemment, préoccupation constante, celle de l'argent, il y a d'abord cette question qui est, à mon avis, un des éléments fondateurs à la fois de notre identité et de nos travaux à venir, c'est bel et bien la diversité des cultures. Nous avons plusieurs cultures dans notre pays. Il n'y a pas véritablement de culture suisse, ou si on la cite ou on l'appelle de nos voeux, c'est d'abord pour affirmer sa diversité. Et je crois que lorsqu'il s'agit d'évoquer la question de la cohésion sociale de notre pays, il faut bien évidemment d'abord rechercher ce lien étroit entre confédération, canton et commune, qui prend la forme aujourd'hui d'un dialogue national sur la culture. Mais dans les 3 grands défis en termes thématiques, en termes de contenu, le message a très clairement mis en avant la question de la participation aux différentes activités culturelles, la question de la cohésion sociale, comme la question de l'innovation. Ce sont les 3 éléments clés qui forgent le grand élan qui est contenu dans le rapport sur la culture. Mais pour s'inscrire dans ces 3 directions, je me répète, le travail entre les différentes collectivités publiques, au niveau de ce fédéralisme helvétique que nous connaissons, il y a nécessité de le renforcer, de travailler ensemble pour que les priorités qui proviennent finalement du 11% du total du budget puissent avoir un sens en termes de priorité, surtout lorsqu'on évoque la question donc de la cohésion sociale. Pour Pro Helvetia, la mission est particulière. Vous l'avez rappelé, monsieur le directeur, notre historique l'est tout autant. Puisque la défense spirituelle peut à la fois faire frémir, comme elle peut en même temps décontenancer. Parce qu'il faut bien avoir en tête, historiquement, que lorsqu'il s'est agi de forger ou de
posé sur les fonds baptismaux cette notion donc de défense spirituelle, il s'est agi d'abord de mesurer le péril brand, le péril fasciste aux frontières de la Suisse en 1939. Pour très clairement que les intellectuels et d'abord les écrivains du pays puissent non seulement défendre la force de leur message, mais puissent également donc défendre face à tout un certain nombre de phénomènes émergents en Europe alors, qui bien évidemment n'étaient pas forcément caractérisés par la plus grande des finesses culturelles, puissent néanmoins exister. Mais du point de vue intérieur, et je crois que c'est aussi important à noter, il s'agit de pouvoir sceller par la culture une forme de pacte qui a toujours une certaine actualité entre les progressistes, si vous me permettez l'expression, bourgeois de l'époque, les radicaux, et quelque part aussi les socialistes qui étaient en minorité. On est à l'époque, comme vous le savez, des grandes signatures des conventions collectives de paix du travail, et donc de choix de vivre ensemble par rapport à d'autres qui souhaitaient à l'époque marquer de façon encore plus clairement les coupures qui bien évidemment existaient entre les différentes approches et les différents bords politiques. Aujourd'hui, tout cela n'a plus cours directement, mais s'en souvenir, c'est à la fois rappeler que non seulement la mission de Pro Helvetia aujourd'hui est toujours une fonction et une mission interne et une mission et une action de diffusion externe. Parce que Pro Helvetia s'est développé finalement, notamment dans la phase la plus contemporaine, sous cette double perspective, reprenant encore une fois l'idée, ou plutôt l'élan de départ qui en a généré la création. Alors Pro Helvetia aujourd'hui, par rapport à ce phénomène qui est celui des priorités dans la mondialisation, eh bien, développe deux éléments fondamentaux. Le premier, c'est la question des liens entre notamment les régions linguistiques, je l'ai évoqué, c'est un élément fort, qui pratiquement reste un point central, pour ne pas dire à certains égards rigide, de notre mission, ou plutôt de l'évaluation de la manière dont on accomplit notre mission. Il nous faut toujours dire pour combien de projets la Suisse alémanique a une réponse favorable, pour combien la Suisse romande et respectivement la Suisse italienne ou la Suisse romanche bénéficient également donc des apports de Pro Helvetia. Il nous faut par rapport aux 4 régions linguistiques donc systématiquement mesurer, c'est dire l'importance du lien entre ces régions qui sont chaque fois caractérisées par des langues et, encore une fois, ne correspondant pas directement à un phénomène de frontières politiques. Donc c'est important pour Pro Helvetia de prendre en compte cela de la façon la plus sérieuse, ce d'autant plus que cela s'accompagne très directement et concrètement par un élément de sa mission fondamentale qui est la question de la traduction des œuvres, et notamment, lorsqu'on parle littérature, de pouvoir faire en sorte que d'une région à l'autre de la Suisse, on puisse encourager au maximum la diffusion, la connaissance d'écrivains d'une région dont on ne parle pas forcément directement la langue, même si notre pays est frappé du sceau de l'intercompréhension dans ses séances. Malheureusement, l'élan ne nous permet pas forcément de lire systématiquement le romanche dans le texte, ou l'italien, ou l'allemand, ou le français dans le texte. Donc, notre mission à cet égard est importante. Ça veut dire que notre soutien à la création, notre soutien également à la relève, est très directement marqué de cette volonté de faire en sorte que le lien entre les régions soit non seulement
encouragées, mais également que la part de chacune d'entre elles soit également préservée et affirmée. J'aimerais aussi mettre en avant que pratiquement dans nombre des événements et donc des projets que nous soutenons, il y a cette volonté de mettre en avant aussi la culture populaire comme peut-être la manifestation la plus contemporaine sur le plan artistique. Il y a donc une diversité qui est directement inscrite dans la loi, puisque la loi sur la culture est notre toit, qui rappelle très justement donc cette nécessité de mettre en avant, pas seulement sous l'angle géographique, politique et linguistique, la diversité culturelle au centre de la mission de Pro Helvetia. Mesdames et messieurs, entre la Suisse et le monde, vous verrez que ce n'est pas si grand que ça, le monde, puisque je vais quand même l'évoquer du point de vue de Pro Helvetia et de ses bureaux, nous avons financé, encouragé quelques 5400 projets. La plupart à l'étranger, mais 5400 projets vous donnent une petite idée de ce qu'on peut faire avec pratiquement 36 millions qui vont directement à la culture. Ça veut dire une somme de petits projets. Et non pas de grands projets et de grandes institutions qui seraient là pour incarner la grandeur helvétique ou le symbole des symboles, mais bel et bien des toutes petites rivières, des tout petits ruisseaux qui sont amenés à faire converger un certain nombre d'énergies pour créer un plus grand élan à travers ce qu'on appelle donc le flux de la rivière. Mesdames et messieurs, notre volonté, c'est aussi de faire en sorte que du point de vue de la diversité de notre société, les générations communiquent. Et à cet égard, la culture représente également un vecteur formidable, irremplaçable, puisqu'elle permet une transmission de génération en génération, en même temps, bien évidemment, que des ruptures, des innovations, puisque c'est aussi le centre, quelque part, de notre mission et de notre préoccupation. Il n'y a pas d'action spécifique qu'on va appeler cohésion sociale. Il y a une volonté de faire en sorte que l'activité générale, eh bien, projet par projet, pratiquement, puisse intégrer cette volonté, cette préoccupation. Bien évidemment, certains projets sont plus et davantage marqués du sceau de cette préoccupation que d'autres. Mais nous tenons à ce que nous puissions affirmer cette recherche pratiquement dans l'ensemble des éléments de notre présence. Je prends l'innovation qui est l'autre point important sur lequel le Conseil fédéral et les chambres ont estimé qu'il était important de fixer une priorité à cette ère de la mondialisation, avec le facteur de digitalisation et avec donc la volonté de faire en sorte qu'on innove. Eh bien, mesdames et messieurs, l'innovation, ce n'est pas seulement des nouvelles technologies qui s'additionnent à d'autres champs artistiques. Je rappelle que Pro Helvetia est présent dans l'ensemble des arts, à l'exception du cinéma. C'est simplement un élément aussi, un vecteur, qui a la particularité de remettre en question fondamentalement tout un certain nombre de missions et également d'accompagner des évolutions artistiques des différents arts ou des différents domaines artistiques. C'est dire que la question également de la cohésion sociale appartient très directement à l'innovation. Si d'aventure la culture numérique qui est en pleine affirmation, en pleine émergence, était hors de portée de génération ou de population, ce serait bien évidemment pratiquement l'inverse
de la mission qui nous est donnée. Nous devons donc prêter une attention particulière au fait que les différentes manifestations, les différents arts n'aient pas des véritables barrières empêchant les différentes populations, groupes sociaux de notre population, d'accéder, ou générations, d'accéder donc à la culture. Pour dire que ce phénomène est partout et qu'il s'impose donc comme une préoccupation constante de l'action de la Fondation. Nous tenons donc qu'entre les différents niveaux de revenus, de formation, entre les différentes générations, entre les différentes langues, nous encouragions par la culture ces liens, encore une fois, indispensables qui nous permettent d'affirmer cette diversité culturelle. Mais la mondialisation a un impact direct dans nos sociétés, je l'ai dit, même si le défi est posé différemment en Allemagne, en Autriche, en Italie, en Suisse, aux États-Unis, en Russie ou bien ailleurs, en Afrique, au Zimbabwe, en Afrique du Sud. En même temps, il y a tout un certain nombre de phénomènes que l'on retrouve pratiquement partout, notamment la question à l'intérieur de nos sociétés de cette affirmation vertigineuse des inégalités. Alors, cela s'affirme partout, mais nous tenons aussi à ce que, entre les régions, entre les sociétés, entre les groupes également d'artistes, il y ait la place pour des échanges, pour éviter que, finalement, tel groupe, tel pays, tel groupe d'immigrés soit désigné également comme bouc émissaire, comme nous le connaissons beaucoup trop, malheureusement. Notre volonté d'exister aussi à l'extérieur de notre pays, c'est non seulement assurer une diffusion du travail des artistes suisses, dont le territoire est particulièrement petit, également en termes de population, mais c'est également pouvoir assurer des liens entre les différentes parties du monde. Nous avons des partenariats à cet égard qui sont multiples. Mais notre présence aujourd'hui est non seulement assurée en Afrique, en Asie, en Amérique du Nord, en Europe, et demain, à travers le message, puisque c'est un des points qui nous est fixé, en Amérique latine. Nous avons des collaborations qui sont notamment marquées quelquefois du plus haut niveau pratiquement de l'exigence artistique contemporaine, à travers le Swiss Institute de New York, par exemple, ou à travers le partenariat que nous avons à San Francisco avec Swissnex, ou encore avec l'Institut suisse de Rome, qui est aujourd'hui présidé par Mario Annoni, qui est donc mon prédécesseur à la Fondation Pro Helvetia. Il y a donc des partenariats de ce type, et il y a le fameux centre de Paris, que pratiquement tout le monde connaît, puisque le Centre culturel suisse de Paris était le fruit d'une véritable campagne populaire et médiatique, politique, en Suisse et en Suisse romande en particulier, puisque je rappelle, j'allais dire paix à son âme, qu'il était porté par le journal L'Hebdo, puisque à l'époque, c'est l'Hebdo qui a lancé pratiquement les souscriptions et les premières récoltes de fonds en faveur du Centre culturel suisse de Paris. Alors, nous avons aussi une présence assurée, comme je vous l'ai dit, en Afrique ou en Asie. Elle est de nature différente. En Chine, ça vous dit quelque chose, puisque je crois que c'est prochainement un voyage d'études pour vous. C'est ce que j'ai compris. L'année prochaine. Je vous souhaite un très beau voyage en Chine, parce que, bien entendu, nous avons un bureau, j'ai dit, d'abord à Shanghai, et puis à Beijing,
Mais j'aimerais dire aussi que j'ai eu l'occasion de me rendre par 2 fois en Chine par rapport à la culture. Une fois, c'était par rapport à ma fonction de Pro Helvetia, c'était il y a 18 mois. Puis la première fois, c'était dans le cadre de mes fonctions de président du Conseil d'État genevois par rapport à la signature d'un partenariat stratégique entre Genève et Beijing, avec la particularité évidemment qu'un partenariat stratégique entre une ville-canton, excusez-moi, de 500 000 habitants et puis une mégapole de quelques 20 millions d'habitants, dont le nombre d'habitants s'accroît chaque année du même nombre total d'habitants que le canton de Genève. C'est évidemment un partenariat dont vous pourrez mesurer l'équilibre, c'est-à-dire la parité du point de vue de la représentativité. Il n'empêche que les apports sont aussi qualitatifs en termes de culture, et ce lien qui peut exister entre une collectivité publique très petite et une particulièrement importante, eh bien, par la culture donne un véritable sens. Et je crois que notre présence de Pro Helvetia à Shanghai particulièrement, ou encore à New Delhi en Inde, c'est quelque chose de très frappant. Moi, je reviens d'un voyage il y a quelques 4 semaines, un voyage qui s'est déroulé entre le Zimbabwe et l'Afrique du Sud, où nous avons une présence d'un bureau à Johannesburg, et depuis ce bureau, nous avons un rayonnement sur la partie sud du continent africain qui dépasse l'Afrique du Sud. Et la particularité, c'est que nous avons un partenariat étroit avec la DDC, c'est-à-dire la coopération au développement. Et c'est pratiquement le seul endroit au monde où nous avons un tel partenariat. Alors, si je le mets en évidence, c'est pour dire que notre partenariat vise et promeut l'échange entre la scène culturelle ou les scènes culturelles du sud de l'Afrique et en même temps de la Suisse, à petite échelle encore une fois, par de petits événements, par de petites résidences d'artistes, par de petits échanges, par des événements qui sont soutenus, qui mettent en commun des institutions, par exemple d'Afrique du Sud, et en même temps des artistes suisses, ou on mélange en même temps des artistes de Madagascar, mais également du Mozambique, d'Afrique du Sud, du Zimbabwe. Et je crois que c'est un élément important qui m'a permis aussi de découvrir à quel point la question de la cohésion sociale en Afrique du Sud est finalement, évidemment, posée en d'autres termes, puisque l'indice de Gini, celui qui mesure les inégalités, montre à quel point la société sud-africaine est inégalitaire, mais combien la question du vivre ensemble et de la cohésion est une question fondamentale à laquelle s'attaquent notamment les artistes et les institutions culturelles d'Afrique du Sud, qui est en même temps, comme vous le savez aussi, un pays émergent. Mesdames et messieurs, je vais bientôt conclure, puisqu'on a prévu, je crois, 25 à 40 minutes, quand j'ai relu attentivement le texte. Et j'aimerais donc terminer mon propos en disant que j'ai conscience du fait que la mission de Pro Helvetia est modeste du point de vue des fonds engagés, qui sont ceux qui nous sont attribués, par rapport à l'ampleur de la mission. Mais je crois plus que jamais que nos sociétés sont aujourd'hui, et je le dis au-delà de ma fonction donc de Pro Helvetia, menacées très clairement du point de vue, on ne va pas dire d'une unité, mais en tout cas véritablement de la capacité à former une société. Un certain nombre de sociologues, dont le sociologue français Danzelot, je crois, évoque la question de faire société. Et la question de faire société est une question qui, aujourd'hui, se pose alors qu'elle ne se posait pas hier. Avons-nous et formons-nous encore une société? Ou plutôt une juxtaposition de sociétés qui s'affirment finalement dans différents ghettos, fruits de différents types de ségrégation,
qui sont en train de s'affirmer pratiquement jour après jour. Alors j'ai évidemment conscience du fait que l'essentiel du lien social s'inscrit bien évidemment dans les préoccupations de redistribution des fruits de la croissance, puisqu'une des particularités aujourd'hui, c'est de voir la difficulté de faire en sorte que la croissance profite même de façon inégalitaire à tous. De Johannesburg à Genève, le phénomène, il est le même. Dans une ampleur considérablement différente, c'est la question de savoir si aujourd'hui les fruits de la croissance bénéficient à tous, encore une fois, même inégalement répartis. Et par rapport à cette interrogation, je crois que nous avons effectivement à affirmer l'ensemble des éléments qui nous permettent encore d'affirmer la société que nous pouvons former, ou les sociétés au sens divers que nous pouvons former. Lorsqu'on considère une société finalement comme un édifice fait de pierre, pour tenir ensemble et former cet édifice, il faut du ciment. Ce qui cimente les pierres, c'est notamment, bien évidemment, la redistribution, mais c'est aussi la capacité à communiquer dans des langues que l'on partage, y compris dans une préoccupation d'identité nationale, fût-elle diverse. C'est une volonté de faire en sorte que donc nous puissions exister de façon à ce que nous puissions donc permettre à cette diversité de pouvoir s'affirmer avec des liens étroits et des liens forts. La culture en fait partie, comme la formation, comme l'instruction, puisqu'elle traverse les générations. Mais j'aimerais dire aussi, puisque, et ce sera ma parole de fin, puisque nous vivons aujourd'hui à travers les manifestations identitaires, non seulement la tentation des murs, mais des murs quelquefois impalpables, qui sont ceux qui s'érigent dans les têtes, dans les cultures, et également donc dans les affirmations, que l'ancien Premier ministre français, ancien ministre plus récemment des Affaires étrangères français, Laurent Fabius, disait, à propos du débat politique français sur la culture est la réponse des sociétés laïques à la question fondamentale du sens. Merci beaucoup de votre attention.